Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 105e numéro du Synthé Night Club. Alors que le temps s'est calmé, que nous avons quitté cet épisode de calvaire caniculaire, les joueurs de l'AS Saint-Etienne ont décidé de ne pas prendre de risques et de garder bien confortablement la tête sous l'eau. Un partout contre Annecy. Sérieusement. Après le match, j'étais même content qu'on n'ait pas perdu. J'étais content qu'on n'ait pas perdu contre Annecy, qui devrait jouer le maintien en Ligue 2 cette saison. Et qui avait un effectif taillé pour jouer la nationale cette saison normalement. On en est là. Mais bon, il reste encore quelques jours de mercato, cette période dorée où tous les espoirs sont permis en attendant le panic buy du 31 août à 22h37. Et justement, qu'en est-il de cette fin de mercato estival ? Eh bien, on va en parler longuement ce soir en compagnie de Clem, le spécialiste mercato de Peuple Vert. On va revenir bien sûr sur ce match nul aux allures de défaite, et puis on se penchera un peu sur le prochain match de la saison avant de jouer avec vous et nos chroniqueurs. Pour m'accompagner ce soir, tout d'abord, Elias. Bonsoir Elias. Salut Keun, salut Karl, salut Joss. Comment ça va ? Ouais, ça va. Ça Très pourrait bien. aller mieux, mais Oui. nos partenaires, ils n'ont pas décidé de nous donner de la satisfaction cette saison. Donc, un peu compliqué niveau footballistique, on va dire. On va dire qu'on fait avec. Avec nous également ce soir, le cow-boy qui a perdu sa plume cette semaine. Bonsoir Joss Randall. Bonsoir Keun, bonsoir Elias, bonsoir Karl, bonsoir à tous. Un peu particulier pour moi ce soir parce que je vous parle depuis ma voiture, donc si jamais le son n'est pas très bon, vous m'en voudrez pas trop. Et puis à l'attention des habituelles petites fumerolles qui ont l'habitude de m'interpeller dans le chat avec d'insidieuses remarques, au premier rang desquels Monsieur Nico Saint-Paul, vous pouvez y aller de bon cœur puisque je ne pourrai pas répondre. Oui, voilà, bonjour évidemment à tous les gens qui nous saluent dans le chat. Très heureux de vous retrouver, très heureux aussi de vous avoir, vous qui nous écoutez en replay. N'hésitez pas à donner vos avis sur le mercato, sur le match contre Annecy. Et on a le grand, le magnifique Karl qui sera là pour faire remonter vos messages. Comment ça va Karl ? Bonsoir Keun, bonsoir tout le monde. Ça va comme après avoir fait 500 km pour aller voir Saint-Étienne, se liquéfier sur la pelouse d'une équipe qui était en national il y a encore 3 semaines, quoi. Attends, ça veut dire que t'étais au match contre Annecy ? Oui, au match, oui. Ok, très Oui, bien. j'ai pu assister à cette bouillie footballistique, quand même. Ok, bon bah écoutez, peut-être qu'on verra une photo de Karl du coup directement depuis le stade pendant que défileront les illustrations du match, peut-être, je sais pas, on verra. Peut-être même qu'il fait un doigt d'honneur sur la photo, je sais pas, on verra. Moi je dis ça, c'est vraiment une hypothèse. Allez c'est parti messieurs, dames, on y va, débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors attendez, on va commencer directement par la photo. Voilà, cette photo-là, elle est magnifique. Parfait. Donc là, vous avez une illustration de... De quoi ? Comme dirait le vieux sage, c'était vraiment une petite fumerole. Oui, tout à fait. Et merci David pour l'abonnement. Bon, allons-y gaiement. Parlons un petit peu de cette magnifique rencontre qui s'est soldée par un partout contre Annecy. Et tout simplement, messieurs, je vais vous demander avec une petite introduction, une chose que j'ai aimée, une chose que j'ai pas aimée. En bref, on va commencer avec toi, Joss. Il y a deux lectures, Oui, tu m'entends ? Vous m'entendez ou pas ? C'est bon, on t'entend. Ouais. Une chose que j'ai pas aimé, c'est la lecture. Une chose que j'ai aimé, ça pourrait être la seule lecture positive. Ce serait juste de comparer par rapport à ce que j'ai vu à QRM. Et pendant un tout petit peu de temps, en deuxième mi-temps, j'ai vu des choses plus intéressantes dans le jeu. Mais ça s'arrête là pour la chose positive, et pour la chose négative. Il y en aurait tellement à dire. Si je dois en choisir une, c'est qu'un match, ça dure 90 minutes, ça dure pas 35 minutes. Donc, mais on pourrait rajouter que j'ai toujours pas senti d'esprit d'équipe, d'esprit de combat. Je sens rien dans cette équipe qui me rende tellement optimiste.
Ok, bon, en espérant que ce point négatif soit résolu par la fin du mercato. Elias, de ton côté, une chose que t'as aimé, une chose que t'as pas aimé? Alors, une chose que j'ai aimé, je vais changer un peu. Je voulais dire le match de Bouchoirie parce que je trouve qu'il a encore été, surtout sa première mi-temps, il a encore été très bon pour moi. Ouais, Mais on va changer un peu et je vais dire les débuts de Stéphane Gerrard, ok. où dans un contexte niveau tactique où il n'est pas habitué à jouer à ce poste, il a eu 10 premières minutes assez compliquées, mais ce qui est normal pour un départ. Puis j'ai trouvé sa première mi-temps assez plutôt intéressante. Après, en deuxième mi-temps, il a plongé physiquement et il est vite sorti, mais c'est normal. Le gars n'avait pas joué depuis le début de la saison. Et là, il est tout de suite titulaire. Donc, enfin, ça laisse paraître des choses intéressantes pour la suite. Après, pour les choses que j'ai pas aimées, bah, il y a tout le reste. Et si je devais ressortir une chose, c'est le fait que si on devait comparer, par exemple, à la saison dernière, je trouvais que dans le jeu, on était assez intéressant la saison dernière. Et là, je trouve que c'est le néant total. Mais Ouais. vraiment qu'on produit très peu, voire rien du tout. Et c'est très inquiétant alors que c'est la deuxième saison de Laurent Batles. Oui, l'an passé, il y avait plein de faiblesses, notamment techniques, mais au moins on voyait l'idée. Là, c'est vrai qu'on a Il y avait, peut-être un peu plus de mal à voir l'idée. il y avait une faiblesse d'effectifs comme il y a cette saison, mais au moins il y avait une base de jeu. Il y avait même un Dylan Chambos qui était assez bon sur le début de saison de la saison dernière avant de plonger, mais il y avait des choses intéressantes au niveau du jeu. Là, il y a rien à ressortir, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel. Ouais. Karl, dans le chat, les tops et les flops qui ressortent pour l'instant, c'est quoi? Écoute, top, on retrouve évidemment Bouchouari et Diarra. Et les flops, par contre, on retrouve, j'ai retrouvé du Lobry niveau national. J'ai vu du Sissoko aussi, qui a raté un penalty. Donc voilà, c'est un peu, enfin, en tout cas dans les tops, ça rejoint parfaitement l'avis de Elias et de Joss. Ok. Oui, Sissoko, les commentateurs disaient juste avant son péno qu'il n'en avait pas raté sur ses 16 derniers. Et forcément, ils lui ont porté la poisse et il l'a raté. Bah justement, je vais revenir sur ce que tu disais, Elias. Tu citais dans tes flops, et vous aussi dans le chat, la première de Diarra. J'aimerais qu'on débriefe un petit peu ce que ça a donné. Joss, t'en as pensé quoi de cette première de Diarra? T'es d'accord que c'est plutôt une réussite sur son côté gauche? Un peu moins dithyrambique que ce que j'entends et que ce que j'ai dit. Euh, alors, Diarra, à partir de la ligne médiane, très bien, parce Ouais. que c'est un ailier. Donc oui, effectivement, on sent que c'est un joueur qui fait des différences. Après, moi, j'ai deux énormes réserves. C'est d'abord, où est-ce qu'il va jouer, Diarra, demain? Parce que piston gauche, clairement, c'était du bricolage. Et puis, je pense que personne n'est surpris après ce match-là des très faibles stats de finition qu'il a, parce que je pense que c'est un joueur qui est extrêmement maladroit. Alors, Ah, bon, il apportera beaucoup de percussions, mais une fois encore, moi, comme j'ai admis maintenant, contre mon gré, que de toute façon, l'animation ne changerait pas, ben, dans le 3-5-2 de Laurent Batles, je ne sais pas où il va jouer, ce garçon. Voilà. Si vous Après, avez des après, idées, dites-moi. Après, Joss, je te rejoins totalement. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qui lui faisait grandement défaut à Lorient. C'est sa qualité de finition, que ce soit dans le tir ou dans la passe. Dans le dernier tiers, c'est vrai, elle est très compliquée. Mais je pense qu'il est plus à l'aise à droite, c'est-à-dire en faux pied, en rentrant sur son pied Oui, gauche, quand il rentre. que, que à Ouais, gauche. Ouais, alors, de toute façon, ça se voit sur une action où il met un crochet au défenseur d'Annecy ouais, mais et il Elias, frappe son droit et ça Elias, s'envole. Par contre, il jouera piston pour moi. Je le vois pas ailleurs. C'est pas un Elias, joueur d'axe. je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, mais ça répond. Donc, pour toi, demain, quand Mahmoud Santiago jouera, lui, il va jouer à la place de Cafaro piston droit. Ou C'est ça alors, l'idée, il d'après toi. démarrera sur le banc et il sera en rotation et il y aura de la concurrence, quoi. Mais pour moi, Mais il moi, aura peut-être un peu un rôle à la Bamba l'année dernière, c'est-à-dire rentrer, il va être positionné dans l'axe ou il peut ouais, dépanner sur un côté. Mais je pense, ouais, je pense qu'on est un peu aveuglé par le fait que offensivement, c'est quelqu'un qui a de la percussion et qui effectivement, probablement en phase offensive, va amener des choses. Mais moi, je suis désolé, quand tu veux jouer avec des pistons, le piston, il a aussi un rôle de repli. Moi, de ce que j'ai vu faire Diarra sur les quelques situations défensives, j'ai fermé les yeux, quoi.
Je veux dire, Après, le seul tac qu'il a fait, ça a failli se transformer en penalty. Enfin, c'est un mec qui ne sait pas défendre. Il est pas formé pour ça. comme Alors, un coup de coude, ça ne ok, devrait pas défendre. il va peut-être apprendre. Il va peut-être apprendre, mais après, dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, quoi. Voilà. Après, quand il est arrivé lors de sa conférence de presse d'annonce d'officialisation, il a bien insisté sur le fait que Laurent Batles avait été très précis sur la manière de l'utiliser. Et justement, est-ce que pour pallier à ce manque de finition, est-ce que c'est pas justement, tu disais Joss que ça allait être du bricolage en tant que piston, est-ce que c'est pas pour ça qu'il a été recruté, pour jouer piston justement? Oui, non, mais probablement. Après, ça dépendra aussi du milieu de terrain final qu'on aura pour l'animation de jeu, parce que si on continue d'être aussi faible au milieu, il faudra qu'on ait des pistons qui soient plus forts offensivement. Maintenant, si on se renforce au milieu, donc on attend ce que Clément va nous dire, mais on en aura peut-être un peu moins besoin. Après, moi, juste, je trouve qu'il est très intéressant dans sa dynamique. Après, c'est un garçon qui a l'air super maladroit. Alors moi, ça m'a fait marrer. Ça, c'est un petit clin d'œil pour mon copain Guillaume. Le club qui fait un tweet en montrant Stéphane Diarra à l'entraînement qui met 2 frappes de 20 mètres dans les cages. Sous-entendu, vous avez vu la finition, machin, etc. Ouais, ça c'est de la flûte des Andes, quoi. Je veux dire, un tir à l'entraînement à 20 mètres quand il n'y a pas d'opposition et qu'il n'y a pas de course avec, c'est pas la même chose qu'en match. Ouais. Ce garçon, je pense, est extrêmement maladroit. Ouais. Je vois qu'il y a quelques questions qui concernent le mercato dans le chat. On continue un petit peu le débrief encore 2 minutes. Il n'y aura pas grand chose à dire sur cette prestation. Et puis on fera un très gros point mercato avec Clem. Donc on a bien insisté sur le fait que c'était une rencontre qui était très décevante. Est-ce que pour vous, ce qui a pêché le plus, c'est l'engagement, notamment qu'on a vu au début du match, une espèce de manque d'envie, ou en tout cas peut-être pas d'envie, mais une manque d'investissement dès le début du match, ou est-ce que pour vous c'est plus compliqué que ça et c'est plutôt une faiblesse technique? Moi j'ai eu l'impression que, encore une fois, ce qui nous a fait défaut, comme depuis le début de la saison, c'est en grande partie le déchet et les ballons rendus à l'adversaire. On cherche beaucoup Sissoko en pointe, mais au final, pour perdre beaucoup de ballons. T'en penses quoi, Elias, toi? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Est-ce que c'est plutôt l'investissement ou est-ce que c'est plutôt la faiblesse technique? Bah, pour moi, c'est un tout, c'est-à-dire qu'il y a une grande faiblesse technique. Il y a un discours entre ce que prône Batles et ce qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire, oui, on est une équipe joueuse, etc., mais on ressort les ballons sur les défenseurs centraux et ils allument devant sur Sissoko. Je vois pas d'équipe joueuse. Après, oui, peut-être qu'il a peu confiance en son milieu de terrain par Bouchoirie, parce que Fomba, il y a eu trop de déchets, Lobry, trop de déchets, Champa, pas une passe en avant. Euh, donc, c'est un tout. Et puis, on s'est fait manger dans les duels. Annecy nous a mis un gros pressing. On n'a jamais été capable de lui répondre, c'est-à-dire d'absorber la pression. Le seul, ça a été Bouchoirie. Et de relancer les ballons proprement pour casser ce pressing et utiliser notre vitesse. On n'a jamais vu ça. Et donc, pour moi, c'est un tout, en fait. C'est un problème technique, tactique et mental et d'envie et physique aussi. J'ai l'impression qu'on est à la rue dès qu'il y a un peu d'intensité en face, quoi. On n'a pas de répondant, et physiquement et mentalement, quoi. Et techniquement, mais c'est une catastrophe. Joss, du coup, comptablement... Ouais, alors, Ouais. juste pour rebondir là-dessus, des prestations d'une telle médiocrité, parce que c'est pas la première, elles sont toujours multifactorielles. Oui, ça joue moins que l'année dernière, probablement parce qu'il te manque des joueurs qui jouaient. Je pense notamment à Jean-Philippe Crasso. Oui, il y a des joueurs qui sont trop faibles. Enfin, moi, je suis désolé, les prestations de Victor Lobry, les prestations de Dylan Chambaud, les prestations de Denis Sapia, j'ai l'impression que c'est de plus en plus faible. Alors après, on pourrait toujours revenir sur d'éventuelles circonstances atténuantes, sur quels sont les vrais postes de ces mecs-là, et est-ce qu'ils jouent à leur vrai poste? Moi, j'ai un doute. Non, mais Mais il y a des faiblesses techniques. Mais moi, ce que je retiens le plus, et ça fait longtemps que c'est un avis que je développe, c'est l'absence totale d'investissement de ce qu'il faut mettre dans des matchs de Ligue 2. Les mecs n'y sont pas. Alors, ok, il y a peut-être... pourtant, c'est des joueurs aguerris de Ligue 2, la plupart. C'est des joueurs qui ont connu la Ligue Ouais, 2. mais Genre, alors, c'est ça on nous avait je dit, comprends on pas. avait,
mais moi non plus, je comprends pas. On nous avait dit en année 2, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y aura eu l'apprentissage de la Ligue 2, etc., etc. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui étaient là l'année dernière. Il y en a beaucoup qui ont connu la Ligue 2. Bah, moi, je vois pas des mecs qui font des matchs de Ligue 2. Je suis désolé. Dans l'intensité, dans l'investissement, on s'est fait bouffer hier. On s'est fait bouffer. Ouais. Karl, dans le chat, est-ce qu'il y a des commentaires que tu aimerais faire remonter? Ben, après, ça a commencé à partir, mais comme chaque semaine, et ça c'est peut-être symptomatique de l'avis général des supporters, mais c'est de dire que est-ce que c'est pas le système tactique qui flanche, Ouais. est-ce que ce 5-3-2 ou 3-5-2 est approprié à cet effectif-là. C'est Jérémy Magique, je crois, qui lance le pavé dans la mare. Bon, après, c'est évidemment parti sur d'autres schémas tactiques, le 3-3-3, le 4-4-2. Après, le problème, Karl, je te coupe 30 secondes. Mais l'année dernière, Laurent Batles, il a essayé d'autres systèmes et ça n'a pas mieux fonctionné. Donc, parler de système. Pas longtemps. Pas mais longtemps, Elias. ça n'a pas fonctionné quand même. Il a tâtonné pendant un moment entre la période de novembre et février avant qu'on gagne Annecy, qu'on retrouve le 3-5-2 qu'il fasse gagner contre Annecy. Mais il a tâtonné pendant un gros moment et ça n'a pas été mieux. Alors, par contre, je suis d'accord. L'effectif n'est pas adapté à son système de jeu actuellement. Mais la faute à qui? La faute à Laurent Batles qui devrait s'adapter ou la faute à sa direction sportive qui lui a pas donné les moyens de jouer comme il voulait? C'est le chat qui Après, on peut ajouter aussi que, alors moi, je suis le premier pourfendeur du petit prof de province à lunettes sur son système. Mais à partir du moment où il est comme ça, je pense que ça dédouane pas quand même les joueurs de faire plus d'efforts, quel que soit le système. Et là, c'est pas un problème de disposition tactique, c'est que les mecs, ils n'y vont pas. Alors, soit c'est un message qu'ils veulent envoyer Urbi et Torbi pour que Batles soit désavoué. Moi, j'ai du mal à croire à ça. Mais simplement, les mecs font pas assez d'efforts. Ouais. Tous autant qu'ils sont, ils font pas assez d'efforts. Et ça, et là, je rejoins un peu Elias. Tu jouerais en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, le problème sera le même. Si tu fais pas plus d'efforts, tu n'auras pas plus de résultats. Hein. Après, il y a un commentaire là, il y a Céline qui vient de mettre quelque chose de super intéressant, mais le niveau technique, il est abyssal quoi aussi. Ouais. C'est-à-dire que techniquement, je sais pas si on arrive à faire des séquences de 10-15 passes et à amener du danger dans la surface adverse par du jeu court et de la vitesse, du changement de rythme, etc. Il y en a qu'un qui arrive à faire ça, mais 1 sur 11, c'est pas possible quoi. C'est Ouais, tout à fait. Karl, t'as d'autres choses à nous faire remonter? Oui, bien sûr. Après, c'est parti sur une autre individualité, celle de Apia, qui a beaucoup déçu les supporters hier. Et globalement, le côté Apia-Lobry qui a été catastrophique d'après ce que je lis. Lobry, Apia, c'est pas un piston non plus. Le duo Lobry-Apia côté droit catastrophique. Lobry a été invisible. Il y a une autre question plus générale. Il y a SNR qui nous dit: est-ce que notre préparation physique d'avant-saison n'explique pas notre inefficacité criante dans les duels? On est mou, on manque d'agressivité, donc il y a toute cette notion d'agressivité, de combat dans les duels qui revient aussi. Voilà. Ok. Intensité, quoi. Pas d'intensité dans ce qu'on fait. Eh bien, messieurs, il est 21h20, ça fait 20 minutes qu'on parle du match. Je crois qu'on lui a fait déjà beaucoup d'honneur à ce match en parlant 20 minutes. On a déjà joué autant que les joueurs verts hier, presque. Donc je vous propose qu'on donne la parole à Clem. Clem, notre spécialiste mercato de chez Peuple Vert, qui va nous faire un point un petit peu global sur quelles sont les rumeurs d'arrivée, de départ, les officialisations d'arrivée, de départ, les dossiers en cours. Bonsoir Clem. Salut les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, ça va être le plus gros point mercato de l'été là je pense, ce qui est logique car on arrive sur la fin. Et oui, pas mal de dossiers à évoquer avec des informations fraîches. Ok, alors eh bien écoute, nous t'écoutons. On commence avec, donc tu m'avais dit les départs. Exactement, les départs, on va d'abord faire un point sur les cas de Nkunku, Monconduit et Mouefek. Parce qu'on a eu des informations qui sont tombées sur ces joueurs-là dans les dernières heures. Donc tout d'abord, Nkunku, aux dernières nouvelles de ce matin, c'était toujours statu quo. Le joueur pousse pour rejoindre Francfort. Il y a
toujours les offres qui ont été repoussées par Saint-Etienne, qui en espérerait 10 millions. Donc là, pour l'instant, c'est très difficile de dire s'il partira ou pas d'ici la fin du mercato. En tout cas, aux nouvelles de ce matin, il n'y avait rien de plus. Donc à suivre dans les prochaines heures. Mon conduit, c'est une information Peuple Vert qui a été publiée aujourd'hui. Le joueur est dans le viseur de Angers. On avait écrit un article également il y a quelques jours en disant que la situation de mon conduit agaçait un peu au sein du club. Donc voilà, il est dans le viseur de Angers, les contacts sont là. Et le Progrès rajoute ce soir qu'il y a deux autres clubs qui seraient aussi en discussion pour Thomas Monconduit. Donc voilà, ça commence à bouger un peu pour le milieu de terrain. En tout cas, le départ, aussi bien du côté du joueur que du côté du club, semble souhaité. Donc voilà, ça va être un dossier qui risque d'animer un peu la fin du mercato. Et enfin, au niveau des départs, Mouefek, il y a également Angers qui est sur le dossier. C'est une information de Foot Mercato cette fois. Pour remplacer Baptista Mendy qui est sur le départ, ils sont intéressés Angers par Imen Mouefek. Il y a une offre qui pourra arriver dans les prochains jours d'ici la clôture du mercato. Et on rappelle Mouefek à 1 an de la fin de son contrat, qui ne veut pas prolonger parce que l'offre salariale du club de prolongation ne lui convient pas. Donc voilà, potentiellement un autre départ aussi. Donc voilà, c'est surtout Monconduit et Mouefek pour qui ça a bougé ces dernières heures. Ok. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Nkunku, moi je me souviens qu'on avait parlé avec Joss il y a déjà une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on partageait à peu près tous le même avis, surtout depuis qu'il y a eu l'arrivée de Diarra et de Bentaïg. Elias, toi t'en penses quoi? Nkunku, faut le laisser partir absolument? Est-ce qu'il faut essayer de le... En gros, ma question c'est, est-ce qu'il faut être méga ferme sur les 10 millions ou est-ce que si jamais il y a à nouveau une offre à 4-5 millions, on le laisse partir? Garder un joueur contre sa volonté, ça n'a jamais été bon. Enfin, les exemples que j'ai en tête, c'est jamais des bonnes choses. Être ferme sur 10 millions, ça reste que 6 mois performants. 8 ou 6, 7 avec des bonus, pour moi, c'est largement suffisant. Et ça te laisse un peu de marge pour bien le remplacer. Tu l'as déjà en plus remplacé, comme tu l'as dit, Keun. Donc, faut pas forcer les choses. Enfin, laissons-le partir. Il veut plus jouer ici. Ouais. Je vois pas. Pourquoi forcer si demain Francfort revient pas à la charge avec 10 millions, on se retrouve avec un joueur mécontent. Il va faire quoi? Il va jouer, il va traîner sur Split encore pendant 6 mois et on lâchera en janvier. Et il va pour baisser en 2 fois valeur en moins. plus. Voilà, 2 fois moins cher. Franchement, qu'ils partent. Merci pour ces 6 mois et puis voilà, c'est tout. On se quitte en bon terme et voilà. Joss, t'es d'accord? Nkunku, au revoir? Absolument d'accord sur le fait de garder un joueur qui n'a pas envie de rester, et surtout lui qui a l'air d'avoir vraiment pas envie de rester. C'est le perdre, c'est perdre de sa valeur et c'est de risquer un bordel sans nom dans le vestiaire. Donc oui, il faut qu'il parte. Après, moi je suis pas dans les négos, donc il reste encore 4 jours. Moi j'ai quand même le sentiment que ça va se faire. Après que le club essaie d'en tirer le maximum, c'est le jeu des négos. Faut pas oublier aussi qu'on va rendre une partie à Everton, qu'on a quand même déboursé 2,5 millions. Donc quand on dit 10 millions, à la fin il restera pas ça. Hein. Ouais. Donc voilà. Moi je pense. Peut-être que je me trompe et que je considère ça comme un accident industriel, mais moi je pense qu'il va partir. Ok. Après, je rajoute une dernière chose sur le cas de Nkunku. Il y avait Patrick Guillot qui disait quelque chose d'important, c'est par rapport à son interview qu'il avait donnée. C'est ce qu'on lui a apparemment fait des promesses. Si demain il venait à ne pas partir, ça veut dire que la promesse ne serait pas tenue s'il y a une promesse. Et là, ça peut créer aussi des conflits avec d'autres joueurs qui ont eu d'autres promesses. Et le fait de ne pas pouvoir attirer d'autres joueurs, parce que si on leur promet des choses et qu'on vient de ne pas les respecter, t'attires moins de monde aussi. Donc, ça, c'est vrai. Attention à ça. Juste information complémentaire, j'imagine que vous l'avez vu passer cet après-midi, mais Christopher Lenz, un arrière-gauche de Francfort, devrait partir. Donc peut-être qu'ils font de la place pour accueillir Nkunku en leur sein. Très rapidement, Joss, sur Mouefek et Monconduit, ce serait une grosse perte de perdre Mouefek notamment? Alors Mouefek peut-être, moi j'ai une certaine tendresse pour ce garçon-là, mais après Mouefek... le problème, c'est l'incertitude de sa durabilité, de la continuité de sa performance. Alors par contre, il y en a un que je regretterais pas du tout, c'est Monconduit s'il part, parce que pour moi, c'est un échec total, Monconduit.
recruté pour apporter de l'expérience, pour être un leader. Il n'a été rien de tout ça, à aucun moment. Il a fait quelques bons matchs, mais pour le reste, c'est une pauvreté dingue. En plus, je n'aime pas du tout son attitude sur le terrain. Voilà, lui, par contre, je ne vais pas le regretter du tout. Ouais. Mouefek, s'il part... Alors, Mouefek, c'est un peu différent. Bon, au-delà de l'incertitude, s'il reste chez nous pour jamais jouer, je préfère pour lui qu'il parte. Qu'il tente peut-être autre chose ailleurs. Peut-être que c'est le moment de son histoire de faire ça. Voilà, moi, je préférerais au final que Mouefek reste, qu'il joue et qu'il joue tous les matchs. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est quelque chose de possible. Ça. Ouais. Elias, sur les cas mon conduit Mouefek, tu rejoins Joss? Je vais commencer par mon conduit, ça va être très rapide, je rejoins totalement Joss. En plus, moi, ça me débecte qu'il soit vice-capitaine cette saison en l'absence de Briançon. J'aime pas pareil son attitude, il m'a amené de l'expérience. Alors avec ballon, il sort deux, trois belles phases par match, mais le reste très 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 compliqué et c'est extrêmement décevant. J'avais des réserves quand il est arrivé. Et franchement, je peux pas être déçu de quelqu'un que j'attendais pas grand-chose, même Ouais. si beaucoup de gens y attendaient. Après, Mouefek, ce qui me dérange le plus, c'est plus le timing en fait. C'est-à-dire que on savait depuis un petit moment que le contrat se finissait en 2024, en juin 2024. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu négocier avant? Et si les négociations n'étaient pas bonnes, essayer de voilà, qu'ils partent dès le début du mercato, parce que là, à 3 jours de la fin du mercato, s'il part, on le remplace par qui? On fait de la place aux jeunes, on trouve un remplaçant. C'est assez complexe. Lui, je comprends son attitude, qu'il va lui toucher plus par rapport au salaire que Saint-Étienne a donné à certains joueurs qui sont peut-être moins performants que lui sur le terrain. Et le problème, c'est qu'il est trop fragile. Ouais. Et après, c'est pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui se blessaient beaucoup au début de leur carrière et qui après ont fini par se stabiliser. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs qui se blessaient beaucoup au début de la carrière et qui ont fini par régresser et toujours se blesser. Donc c'est un peu qui tout double pour le club. Mais moi j'espère qu'il y aura une issue favorable, qu'il y aura prolongation et qu'il restera chez nous. Parce que c'est vraiment un très bon joueur qu'on est sur le terrain. Je reviens vers toi, Clem. Les dossiers suivants sur les départs. C'est ça, toujours les départs. Donc on va parler de 3 autres joueurs. Ça va aller plus vite, hein. C'est des dossiers qu'on évoque chaque semaine. Tout d'abord, Benjamin Bouchouari. Rien ne fuite alors que la fin du mercato approche. Il avait pourtant plutôt envie de voir ailleurs, mais donc pour l'instant rien ne fuite. Donc on peut se demander s'il n'est pas parti pour rester, sauf offre de dernière minute. Et puis pour le coup, lui, il a l'air à peu près investi sur le terrain. C'est ça, il fait de bonnes performances en plus, donc ça doit encourager le club plutôt à essayer de le conserver, contrairement à Nkunku qui lui va bouder. Donc Rivera, le dossier suivant. Renseignement pris, le joueur espère vraiment s'installer dans la rotation. À l'heure actuelle, la tendance n'est pas un départ, ni en prêt, ni en transfert. Donc voilà, le joueur, si on lui fait de la place, lui, il aimerait vraiment s'intégrer dans la rotation de la SSE. Donc maintenant, c'est au club de voir s'il souhaite l'envoyer ailleurs ou pas. Mais en tout cas, le joueur, lui, sa volonté, c'est de rester et d'essayer de s'imposer. Ok. Voilà, et dernier dossier, simplement, Michael Nadé. On commence à se demander si en fait il va pas rester. Il a été annoncé tout l'été sur le départ. Il y a eu 2 offres pour lui venant de l'étranger, des offres de pays européens mais à l'étranger. La SSE a voulu une indemnité de transfert sur ce dossier-là, mais les clubs en face n'ont jamais voulu payer. Donc ça n'a jamais pu se faire. Mais là, à l'heure actuelle, en gros, les clubs voulaient qu'on le libère de son contrat pour qu'il puisse partir libre? Logiquement, oui, ce serait des offres pour le libérer avec un pourcentage, comme nous, on avait fait pour libérer Pintor ou Giraudon ou tout ça. Ok. Ça. Giraudon, il y avait pas de pourcentage parce qu'on l'a libéré pour aucun club. Mais en gros, voilà, c'est ça. Il y a des clubs en face qui voulaient le récupérer gratuit et les SSE a voulu une indemnité tout au long de l'été. Le problème, c'est que les clubs en face n'ont pas accepté. Et là, on est dans une situation à quelques jours de la fin où Seydou Sow, qui est parti, n'a pas été remplacé. Donc s'il n'a départ, il faut absolument prendre un défenseur central. Et est-ce que c'est vraiment utile de se rajouter un autre dossier dans les pattes à quelques jours de la fin, alors que tu as un AD qui, malgré tout, a un état d'esprit assez irréprochable et qui, par exemple, face à Rodez, avait fait plutôt un bon match? Ça pose quand même question. Donc là, il y a moyen que Nadé reste, alors qu'il a vraiment été annoncé sur le départ tout l'été. Ok. Voilà.
Ça marche. Je te propose qu'on passe directement à la partie sur les arrivées, à moins que vous ayez quelque chose à dire, Joss, Elias, sur les dossiers Rivera et Nadé. Enfin, je pense que sur Bouchoirie, on est d'accord que ce serait une perte s'il venait à partir. Oui, complètement. Moi, juste sur Nadé, je pense que si j'étais un club, je suis pas sûr que je voudrais payer non plus. Voilà. Donc, Oui. Ça me semble assez logique. Ça peut se comprendre. Passons au dossier... Oui, Elias, pardon. Juste pour Nadé, par contre, là où Clem a raison, c'est que surtout qu'on a quelqu'un qui s'appelle Anthony Briançon, qui est souvent blessé, qui dispute peu de matchs dans une saison. Donc, si on se retrouve à devoir recruter en panic buy au dernier jour du mercato un défenseur central, autant garder Nadé, même s'il ne me rassure pas du tout. Ouais. Ah, si Pavlovic a toujours sa bagnole, il peut refaire un saut, quoi. Il arrivera à temps pour pas jouer. Où est-ce qu'il est, Pavlovic? Est-ce qu'il est retourné en Croatie? Est-ce qu'il est dans le coin? C'est vrai qu'on sait pas, hein, si ça se trouve... Est-ce que sa carrière continue? Moi, je pense qu'il est dans sa bagnole. Comme toi. Clément, je reviens vers toi pour parler des arrivées, donc. Exactement, donc là on passe aux arrivées. Tout d'abord les dossiers qui ont été officialisés. On va faire réagir un peu les chroniqueurs sur ce qui a été annoncé par le club. Donc Stéphane Diarra qui a signé la semaine dernière, prêt sans option d'achat en provenance de Lorient. Donc on l'a vu disputer son premier match ce week-end, enfin hier. Et Mermoud Benteg qui a enfin obtenu son visa la semaine dernière, qui a pu signer en provenance du Raja Casablanca et qui vient donc renforcer le couloir gauche. Donc 2 arrivées officielles. Est-ce que tu peux juste nous rappeler pourquoi il ne pouvait pas être dans l'effectif hier, Bentayg? Il était considéré par Batles comme trop juste et Ok. très fatigué. Donc voilà. Après, D'accord. j'ai pas plus de précision, mais il était jugé comme inapte pour ce match-là. Il lui fallait soi-disant une semaine de plus. Voilà. Ok, alors Diarra, on en a un petit peu parlé. Du côté de Mermoud Bentayg, Elias, je sais pas si c'est un joueur que tu connais, que tu avais suivi, ou en tout cas, vu ce qu'on a lu depuis son annonce, est-ce que c'est un profil qui te paraît intéressant? Et est-ce que pour toi, il arrive dans la peau d'un titulaire sur le côté gauche, ou est-ce qu'il vient plutôt pour la rotation? Alors, je le connaissais pas du tout. Ouais, moi non plus, je te rassure. Ah, ça va alors. Par contre, de ce que j'ai lu et vu, mais très brièvement, c'est totalement le profil pour jouer piston gauche. Après, pour être titulaire, il va falloir être patient quand même. C'est un joueur qui vient de première division marocaine. Je crois qu'il a fait qu'une ou peut-être 2 saisons en première division. Il venait de Détroit ou des divisions encore plus basses, je crois, à la base, ou quelque chose comme ça. Donc, va falloir être patient. S'il n'est pas performant tout début, il va pas falloir le flinguer non plus tout de suite. Je pense que c'est une recrue outil data. Euh, J'y mettrai même ma main coupée. Et donc, on verra bien ce que donne cet outil data, alors, si c'est vraiment une révélation ou pas. Après, il n'est pas si jeune que ça. 24 ans, il est dans la force de l'âge, donc c'est bien. Mais on verra. À voir. De toute façon, ce sera que le terrain qui sera révélateur de si c'est une bonne pioche ou pas. Et je pense que même cette année, ce sera un peu court pour le juger. On verra bien ce que ça donne. Ok. Joss, pour toi, c'est un joueur que tu attends particulièrement ou pas? Disons que l'intérêt du recrutement de ce garçon-là, moi je suis comme Elias, je ne le connaissais pas, je me suis renseigné, j'ai regardé les data, etc., les choses sont intéressantes. Et le vrai intérêt, c'est que enfin, on recrute un mec pour le poste où il a l'habitude de jouer, quoi. Hmm. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire un spécialiste du poste, mais en tout cas, lui, il joue déjà dans cette configuration-là. J'en dirais pas la même chose des mecs qu'on a à droite, quoi. Une fois encore, je suis désolé d'insister là-dessus, mais que ce soit Cafaro ou Diarra, pour moi, c'est pas des spécialistes de ce poste. Donc l'intérêt, il est là. Après, j'ai envie de dire, oui, il faudra forcément, probablement être un peu patient, un peu indulgent. Mais par rapport à ce qu'on a comme solution aujourd'hui, si on écarte Nkunku, ça ne peut être qu'un plus pour l'équipe, quoi. Voilà, tout simplement, hein, parce que sinon, c'est des Apia à gauche, c'est des Petro en piston gauche, c'est des Lobry en piston gauche, ça c'est catastrophique. Ouais. Donc ça, pour moi, ça presque ne pourrait être qu'une bonne surprise. Voilà.
Maintenant, on le jugera après 5, 10, 15 matchs pour voir un peu ce qu'il apporte à l'équipe. Mais j'ai tendance à trouver que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis tout à fait d'accord avec Joss. Moi, le seul truc qui me dérange, si je peux rajouter quelque chose, c'est que les dirigeants savaient que Nkunku voulait partir et on est 29, enfin, ça a été officialisé quand, le 25 ou 26 août pour avoir un piston gauche et c'est quand même lamentable. Ouais, mais Elias, je me permets de te couper. C'est aussi un jeu de négociation politique, ça. Non, il n'y a pas eu de négociation. On a levé la clause, Joss. On a levé la clause de son contrat. Oui, non, mais laisse-moi terminer, Elias. Si tu veux engager un bras de fer avec Francfort sur le prix, et que dès le début, tu lèves la clause pour le piston gauche, t'es pas en position de force, parce que tu peux pas dire, mais moi, le mec, à la fin, je vais le garder si vous me faites trop chier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça participe aussi de ça, d'une certaine manière. Et je pense que s'ils avaient pu attendre encore, ils auraient attendu encore. Ils ont levé la clause, rappelle-toi comment, après la prestation catastrophique à Rodez dans la nuit. Donc c'était une réaction. Mais si tu le gagnes le match à Rodez, je te mets ma main à couper qui ne lève pas la clause dans la nuit. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça veut dire qu'on fait passer le sportif au second plan. On démarre le championnat fin juillet, c'est pour être mais ça mériterait un Centennial Club spécial sur quels sont les vrais objectifs de nos dirigeants aujourd'hui. Parce que moi, j'ai plein d'idées à partager. J'ai plein d'idées à partager là-dessus. Et je pense que les objectifs de nos dirigeants ne sont pas du tout ceux qu'ils disent officiellement. Voilà. Donc oui, je pense que le sportif à Saint-Etienne, pour l'instant, passe complètement au second plan. Karl, sur les arrivées de Diarra et de Benteig, est-ce que les auditeurs ont un avis? Ouais, alors il y a SNR qui note que Benteig à l'heure actuelle c'est le seul piston gauche de l'effectif. J'imagine qu'il envoie déjà une Nkunku à Francfort ou hors du groupe. Il y a Kevin qui nous salue et qui dit j'ai dû baisser la luminosité de mon écran tellement Keun est éblouissant de beauté. Sinon ça critique la durée trop tardive la date trop tardive du mercato stéphanois. Ça parle aussi des changements de Batles, mais ça s'est pas trop attardé sur Benteig parce que, à vrai dire, personne ne l'a vraiment vu jouer. Et sur Diarra, c'était les commentaires tout à l'heure qui étaient plutôt élogieux sur sa première mi-temps notamment, comme Elias l'avait dit. Ouais. Voilà. Ok, et Clem, je reviens vers toi, et donc maintenant qu'on a parlé des officialisations, on va parler de ce qui va se faire ou ce qui devrait se faire. Alors du coup, pas forcément, parce que le premier dossier c'est Junior Olaitan, et ça semble pas sur le point de se faire. Alors il y a eu un intérêt pour le joueur de New York qui avait été révélé par l'équipe. On peut vous confirmer cet intérêt et on peut même ajouter qu'une offre d'environ 300 000 € a été faite à Niort. Cette offre a été refusée par Niort et pour l'instant, normalement, il n'y a pas de surenchère qui est prévue du côté de Saint-Etienne. C'est en tout cas ce à quoi s'attend le clan du joueur. Donc là, on resterait sur cette offre de 300 000 € refusée. Après, on parle de Junior Olaitan pour ceux qui n'auraient pas entendu. C'est ça, Junior Olaitan, milieu offensif ou ailier de Niort. 21 ans, profil plutôt intéressant. Donc voilà, pour l'instant, il n'y aurait pas de surenchère prévue. Après, évidemment, dans les dernières heures du mercato, on sait comment ça se passe. On réactive des pistes qui ont traîné auparavant. Donc pourquoi pas sur la fin du mercato. Mais là, en tout cas, pour l'instant, l'offre a été refusée et on surenchérir dans l'immédiat. Voilà. Et donc ça pose aussi la question du numéro 10. Ouais. On en avait pas mal parlé pendant un moment. Puis après, on n'en avait plus trop parlé. Et là, du coup, il y a cette rumeur qui fait surface. Et donc, ça laisse penser qu'on s'intéresse toujours à un profil de joueur offensif polyvalent, visiblement, pour ces derniers jours. Donc, affaire à suivre. Je me permets de te lancer sur un dossier, parce que je vois beaucoup de gens qui demandent des news dessus. Je crois qu'on n'a pas trop d'infos supplémentaires, mais sur le dossier Vanden Karkov. Oui, je vais faire coup double. Vanden Karkov, rien de neuf de mon côté. Je sais pas tellement. J'ai l'impression que c'est un dossier qui est sûrement lié à l'avenir de Nielsen Nkunku. Parce que si tu fais Vanden Karkov sans faire partir Nkunku, il va quand même y avoir beaucoup de pistons dans l'effectif. Ouais. L'an dernier, tu n'avais que Cafaro et
Et Nkunku, là, tu as rajouté Diarra, tu as rajouté Benteg. Si tu rajoutes en plus Van den Kerkhoff sans faire partir Nkunku, ça fait un embouteillage, clairement. Ouais. Donc, j'ai l'impression que les deux dossiers sont quand même intimement liés. Mais en tout cas, à ma connaissance, n'ont rien de plus qu'il y a quelques jours. Et l'information révélée par Foot Mercato, comme quoi on aurait fait une offre aux joueurs. De mon côté, rien de plus. Et autre dossier dont on a entendu parler aujourd'hui, c'est Zinedine Ferrat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé il y a 2 semaines dans le SNC. On en a parlé il y a 2 semaines, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans. C'est ça. C'est une piste récurrente et à mon avis, c'est tout simplement parce que l'agent est très proche du club. Il a Lenny Pintor, il a Lamine Fomba, c'est un agent avec qui le club entretient de bonnes relations. Et donc c'est une piste assez récurrente. Il y a 2 semaines, on vous en avait parlé. On avait dit qu'il y avait des contacts, que le club était intéressé, mais que ça n'irait pas plus loin à cause du salaire. Là, aujourd'hui, la rumeur a refait surface par but, il me semble. Et nous, renseignements pris, il n'y a rien de plus qu'il y a 2 semaines normalement. Donc là, pour l'instant, on ne serait pas sur une piste chaude. Voilà. Donc pour Van den Kerkhoff et Tardieu, rien de neuf. Clem, juste une remarque sur les 2 milieux off là. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que c'est des pistes un peu de couverture en cas d'un éventuel départ d'un Bouchoiré au dernier moment? On n'est pas sur les mêmes profils quand même. Hein. On n'est vraiment pas sur les mêmes profils. Olaitan, c'est un joueur qui peut jouer vraiment en soutien d'un attaquant ou sur un côté. Ferrat, à Nîmes, moi j'ai souvenir d'un joueur qui jouait pas mal ailier droit, il me semble. On est vraiment sur des profils bien plus offensifs que Bouchoiry, qui lui aime bien justement partir de plus bas et organiser le jeu de plus bas. Donc pour moi, c'est pas des dossiers qui sont liés, non. Juste pour ajouter une remarque, quand tu disais que le dossier Van den Kerkhoff, et moi j'aimerais vraiment que ça se fasse parce que on a vraiment un problème sur le piston droit. Ouais, puis c'est un très bon joueur, surtout. Et c'est un super joueur. Quand tu dis que c'est lié au dossier Nielsen Nkunku en le plaçant sous l'angle il y aurait embouteillage au niveau piston, je pense que c'est aussi beaucoup lié au départ de Nielsen Nkunku, sinon tu vas avoir un problème de liquidité et d'argent. En fait. Finance, exactement. C'est les deux côtés. Ouais. Aussi bien au niveau du nombre de pistons qu'on aurait, même si c'est pas du même côté. Là, tu as recruté Diarra et Benteg qui peuvent jouer à gauche. Donc logiquement, si Nkunku part, tu as déjà tes 2 pistons gauche, entre guillemets, même si Diarra peut jouer des 2 côtés. Mais c'est aussi évidemment un problème de finance. Poser par exemple 2-3 millions sur Van den Kerkhoff, sans la vente de Nkunku, ça paraît difficilement envisageable, en effet. Ouais. Exactement. Aussi mon avis. Et du coup, dernier dossier, le dossier le plus avancé a priori. C'est ça, le dossier Tardieu. On vous fait le suivi quasiment en temps réel sur Peuple Vert depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, on a eu une info du compte 13013 sur Twitter qui disait que, sauf retournement de situation, le joueur devrait signer avec Saint-Etienne, donc Florent Tardieu. Une information qu'on a pu se faire confirmer. On a posté un article dans la foulée en confirmant du coup ce qui avait été sorti. Un accord était très proche durant l'après-midi. Et on a eu Sanchi de Foot Mercato qui a confirmé début de soirée que le joueur allait signer accord entre Troyes et Saint-Etienne. Donc voilà, un contrat de 3 ans pour Tardieu à Saint-Etienne. Donc voilà, ça semble sur le point de se boucler, même si le progrès tempère un peu ce soir en disant qu'il y aurait toujours des discussions sur des détails. Mais là, ça semble être quasiment fait. Et nous, ce qu'on peut vous ajouter, c'est que le joueur devrait être libéré par Troyes. Okay. Normalement, c'est quelque chose qu'on avait évoqué aussi dans le dernier article qu'on avait fait sur Tardieu. Mais logiquement, il devrait être libéré par Troyes. Et voilà, c'est un dossier qui a été entre guillemets assez facile parce qu'à partir du moment où Troyes était OK pour le libérer, le joueur voulait absolument venir. Il voulait plus Saint-Etienne que Bordeaux. Donc il voulait travailler avec Baclès. Donc en fait, à partir du moment où le joueur veut venir et pousse en ta faveur, et qu'en plus de l'autre côté, le club auquel il appartient est OK pour le libérer, c'est quand même des dossiers qui sont assez faciles. Et là, hier, avant le match, il n'y avait pas grand-chose de proche de se faire. Ça a accéléré aujourd'hui et ça s'est quasiment bouclé dans la journée. Donc okay. Voilà. Normalement, sauf retournement de situation, Tardieu devrait être stéphanois. Voilà.
Et bien justement, donc Tardieu, on rappelle, hein, il a 31 ans, un joueur qui joue plutôt milieu devant la défense, organisateur du jeu. C'est un joueur que t'aimes bien, toi, Elias. Ça te hyperait une arrivée de Tardieu à Saint-Étienne? Ça m'hyperait, ce sera le grand mot. Après, l'avantage, c'est qu'il a déjà travaillé avec Batles et ça s'était très très bien passé. Avec Ballon, c'est quelqu'un sur qui j'ai zéro doute. Par contre, avec sans Ballon, je- je suis assez dubitatif. L'avantage d'avoir Tardieu, ça permettrait d'avoir quelqu'un qui sache relancer les ballons d'une position basse et ça permettrait à Bouchoirie d'être un petit peu plus haut peut-être Ouais. et d'être un peu plus influent, plus haut sur le terrain, ce qui serait peut-être intéressant. Après avoir 3 ans, ça me paraît un peu long quand même. Le Oui. contrat. Pour quelqu'un qui a 31 ans, je crois qu'il sort d'une grosse blessure en plus. Il a été out une bonne partie de la saison, fin de saison en tout cas avec 3. Donc à voir, de toute façon, il n'y a que le terrain qui sera révélateur si c'est une bonne affaire ou pas. Et par contre, oui, on va en attendre beaucoup parce que c'est quelqu'un qui connaît la Ligue 2, qui a de l'expérience et qui a déjà travaillé avec Laurent Batles. Ouais. Oui, Karl, qu'est-ce que ça dit sur Tardieu dans le chat? Alors déjà, ça demande, il y a Jérémy Nagy qui demande, ça vaut quoi Tardieu après sa blessure et qui ensuite a écouté les chroniqueurs, dit vous me rassurez pas les copains. Il y a David de Contact qui nous dit Tardieu, ça serait un vrai bon coup, un joueur de caractère, bonne vision du jeu et meneur d'homme. On n'a pas ce profil, il reste à voir s'il est remis de sa grosse blessure, donc c'est vraiment l'inquiétude principale dans le chat. Rolala, un milieu central moyen bof de plus au club après mon conduit et Fomba, ils feront une super sous-tête pour Lucas 28. Voilà, donc c'est mitigé quand même dans le chat. Bon après, Ouais. peut-être qu'il mettra tout le monde d'accord et c'est ce qu'on souhaite tous, mais voilà. Toi aussi, Joss, ça te fait peur les 3 ans de contrat pour un joueur de 31 ans qui revient de blessure? Ou au contraire, le profil technique te parle? Je pense que 3 ans de contrat, c'est un artifice pour étaler la charge. Ouais. Non, alors, je voudrais profiter de l'anecdote Tardieu. Je trouve que les supporters sont formidables, mais ça montre aussi à quel point on est en état de tension, parce que pendant quelques temps, j'ai lu beaucoup de choses qui disaient Tardieu, quand est-ce qu'il arrive, tu vas voir qu'on va encore rater Tardieu, etc. Et maintenant que c'est quasiment fait, j'ai lu plein de choses aujourd'hui qui disent ouais, mais on ne sait pas, la blessure, est-ce qu'il va retrouver son niveau d'avant? Donc, j'ai l'impression qu'on est tellement désespéré qu'on attend des trucs et après, on n'est pas sûr que ce soit les bons. Mais c'est parce qu'on a peur, Joss, on a peur. Ouais, c'est un thermomètre de nos angoisses. Ouais. Après, moi, je suis assez d'accord avec Elias, en fait. C'est un joueur de qualité. On ne sait pas où il en est physiquement. Il s'est blessé au tendon d'Achille. Blessures qui sont pas forcément toujours faciles à guérir. Après, sur la qualité technique de relance, je pense qu'on n'a pas ça aujourd'hui en effectif. On n'a pas cette qualité-là. Et s'il est au point physiquement, je crois beaucoup effectivement au fait que ça libère un peu Bouchoirie d'un certain nombre de tâches et d'allers-retours. Et ça peut être intéressant. Voilà, c'est le Bouchoirie de 2023 là, ça peut être intéressant. Après, moi, je suis comme tout le monde, j'attends de voir ce qu'il donnera après sa blessure. Voilà. Ouais. Et puis quand j'entends qu'on dit qu'il a préféré Saint-Etienne à Bordeaux, je pense qu'il a surtout préféré Batles à Guillon. Oui, il y a moyen. Eh bien, écoute, Clem, merci. C'était ton dernier dossier? C'est ça, c'est le dernier dossier. Et puis, on se dit à la prochaine émission. Il me semble que je reviendrai pour faire un peu le bilan du mercato. En tout cas, c'était bien sympa. Et voilà, tous ces petits points mercato tout au long de l'été, ça m'a bien plu. Et j'espère que vous aussi. Eh ben carrément, merci beaucoup à toi et puis on se retrouve effectivement lundi prochain pour revenir un petit peu plus en détail sur le fameux panic buy de 22h37 du 31 août. J'espère qu'il aura lieu parce que à chaque année ça me fait quand même à chaque fois beaucoup rire. Merci Clem, je vous propose qu'on parle très rapidement du prochain match contre Valenciennes et puis on jouera, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque on a un petit jeu qu'on a mis en place depuis le début de la saison et c'est l'occasion pour vous de tester un petit peu vos connaissances sur l'AS Saint-Etienne et puis de s'amuser. Allez, c'est parti vite fait pour le prochain match. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match.
Alors rapidement messieurs, parce que on a débordé un petit peu sur le timing, pour le prochain match, donc ce sera contre Valenciennes ce samedi 2 septembre à 19h à domicile. Déjà pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire quelle composition vous aligneriez pour ce match ? Vas-y, Joss. Putain, c'est- Je te laisse la patate là, chaude. alors, Sonneur, moi j'aimerais voir débuter Oud Bentaïg à gauche. Ok. Ouais, on commence à avoir un 3-5-2 qui fait avec des joueurs de 3-5-2. Je garderai les 3 de l'axe central. Enfin, de ceux qu'on a eu. Petro, Briançon, Batubinsika. Ouais, voilà, c'est ça. Et à droite, eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si Cafaro sera remis, je pense pas, a priori. Sinon, je pense qu'il va reconduire Apia. Pourtant, je l'ai trouvé terrible dans le dernier match. Mais peut-être qu'à ce moment-là, alors là, j'arriverais même à me dire, faut tenter Stéphane Diarra à droite en piston, quoi. Ouais. Voilà. Au moins sur 50-60 minutes. Voilà pour la ligne arrière. Sur le milieu, sur les 3 du milieu, évidemment Bouchoirie. Fomba un peu par défaut parce que je suis toujours pas vraiment convaincu. Et le troisième milieu, je suis pas convaincu sur son vrai rôle en fait et en fait le meilleur niveau qu'il pourrait avoir, soit en plus reculé, soit vraiment en relayeur. En fait, Ouais. il me convainc à aucun endroit en fait. Je suis désolé, mais Allez, je te Peut-être que demande je d'accélérer un recrute un tout peu, petit peu mais- parce qu'on est un peu à la bourre. Je t'ai pas entendu, excuse-moi, ça a coupé. Ah oui, c'est bon, on t'a retrouvé, mais on t'a retrouvé beaucoup plus fort. Je te demande juste d'accélérer un tout petit peu parce qu'on est un peu à la bourre. Ouais, donc on va dire Fomba, Bouchoirie, et là il faut faire un choix. Entre L'Aubry, entre la peste et le choléra. Alors Mouefek, si Mouefek est prêt et disponible, je tenterai Mouefek. Ok. Et devant Sissoko avec je sais pas qui. Et ben moi, je mettrais l'Aubry plus haut, en duo avec Sissoko. Ouais, éventuellement l'Aubry en reculé en 10, En et 10. tu mettrais qui à la place de l'Aubry alors Mouefek et Ouais, l'Aubry en Mouefek. 10 derrière Sissoko, ouais, pourquoi pas. J'inverserais juste Mouefek et Fomba parce que, enfin, il y a un flash d'une action très vite fait contre Annecy. C'est Fomba qui prend l'espace sans ballon, passe de Bouchoirie, il fait crochet frappe. Est-ce que Fomba serait pas meilleur il a projection une dans la passe. surface? Ouais, Ouais, peut-être. ce serait peut-être une idée. Et un Victor Lobry très libre comme il était à Pau. Est-ce que Ouais, ça voilà, pourrait être- exactement. Ça, c'est une très bonne idée d'Elias, je te félicite, parce qu'en fait, l'Aubry, moi, je suis déçu de match en match, mais j'aimerais bien quand même le voir un jour vraiment dans ce poste un peu plus proche de ce qu'il faisait à Pau, pour être sûr que j'ai raison d'être complètement déçu, ou s'il y a quelque chose à en tirer, quoi. Voilà. Là, il aura plus d'excuses. Voilà. Je suis Ok. d'accord avec toi. Alors, Exactement. très rapidement, messieurs, je vais vous demander votre pronostic. Elias, je commence avec toi. 2-0, Saint-Étienne. Et d'ailleurs, mettez vous aussi vos pronostics dans le chat. Donc 2-0 pour Saint-Étienne. Enfin, une belle victoire avec un clean sheet, ça ferait pas de mal. Et toi, Joss ? Je suis désolé, je ne nous vois toujours pas ne pas prendre de but pour le moment, donc alors, je pense qu'on va les écraser 2-1. Ok. Ça marche. On verra, c'est faible. Karl, ça dit quoi comme prono un petit peu dans le chat ? Un peu d'optimisme ou pas ? Alors, il y a des matchs nuls 1-1 ou 2-2, ça c'est Jérémy Nagy qui est juste 43. Il y a une victoire 2-0 pour Lucas, une défaite 1-0 pour Jo 42, une victoire 2-1 pour Leïla, victoire 3-1 pour Saint-Étienne, 1-0 à Pierre de 35 mètres avec un lob pour Nico Saint-Paul. Voilà. Ok.
Sachant qu'on avait terminé la saison dernière par une victoire de 0 contre Valenciennes, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc on espère que ça se passe aussi bien. Messieurs, on va jouer ensemble, donc je rappelle un petit peu, tout au long de la saison, on va faire s'affronter les chroniqueurs sur des petits jeux afin de marquer des points. Chaque chroniqueur jouera pour l'association de son choix, et le chroniqueur qui aura le plus de points à la fin de la saison fera gagner un chèque à l'association qu'il représente. Elias, tu joues pour qui ? La SPA. La SPA. Et Joss, tu joues pour France Alzheimer. France Alzheimer. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est un qui suis-je. Donc, le principe est simple, vous le connaissez. Vous pouvez aussi jouer dans le chat. Donc, messieurs, je vous demande de ne pas regarder le chat. Nous cherchons le nom d'un joueur blond qui commence sa carrière en Ligue 2 à 3. Il joue 62 matchs en 2 saisons sous le maillot bleu, pendant lesquels il inscrira 3 buts. Il revêt ensuite la tunique verte pour 2 saisons. Il marquera son premier but en Ligue 1 avec Saint-Etienne contre le PSG, lors d'un match important d'un point de vue historique, car il s'agit de la première victoire de la SSE au Parc des Princes dans un match de première division. Il sera ensuite prêté avec option d'achat à Sochaux, qui lèvera l'option pour 1 million d'euros. Il restera 5 ans à Sochaux avant de rejoindre le Betis Séville pour 3 saisons. Grand voyageur, il partira pour un 3e pays à Toronto, puis reviendra en Europe à Nottingham Forest, avant de terminer sa carrière sous le soleil corse du Gazélec Ajaccio. Défenseur robuste, son nom de famille... Oui. Damien Perkis. Damien Perkis, bien joué. Il était pas simple, j'avoue, celui-là. Défenseur robuste, son nom de famille est le début d'une activité de la police. Perquisition, je suis Damien Perkis. Bien joué, ça fait un point pour Elias. Deuxième question, messieurs, et le chat avait trouvé, félicitations à vous. Deuxième question, ça va être des enchères. Donc là, vous allez devoir me citer un chiffre, et puis après, il va falloir respecter ce chiffre, sinon le point ira à l'autre. Est-ce que vous pouvez me citer, combien de joueurs pouvez-vous me citer qui étaient présents sur la feuille de match lors de la victoire en Coupe de la Ligue en 2013 contre Rennes ? Joss, combien de joueurs tu peux me citer sur la feuille de match, c'est-à-dire titulaire plus remplaçant ? Pour la finale ? Ouais. Je commence à 4. Ok, Elias ? 8. 8, Joss ? Non, je le laisse à Elias. Ok, pour 8 joueurs, Elias, c'est parti. Ruffier, Brison, Perrin, Lemoine, Coad, Aubameyang, Brandao, Amouma, Johan Molo. Tac. T'as déjà validé le point, mais je te laisse continuer pour le beau jeu. Si j'en ai d'autres, il doit y avoir Bayal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jérémy Clément. Eh bien non. Non, il est blessé. Ah oui, Clément, il était blessé. Ouais. Bon, de toute façon, tu avais les points. Amouma était remplaçant. Je rajouterai que on a Guy Lavogui, qu'on a peut-être un peu oublié dans cette équipe au milieu. On avait Zouma aussi en défense, et puis bien sûr sur le banc on avait quand même un sacré banc avec Amouma, Bodmer, Goulam, Bayal Sall, Moulin bien sûr, Diomandé et Jean-Pascal Mignot. Troisième question. De quoi? Joss, il était au Stade de France. Joss, t'étais au stade? J'y étais, ouais. J'y étais. Bravo. J'aurais bien aimé y être. Troisième question. Alors, c'est un type de question un petit peu différente. C'est le patron Romain qui m'a suggéré de faire ça. Et j'ai trouvé l'idée assez sympa. Je vais vous décrire un joueur. Donc, hop, que je vais afficher directement. Si je le retrouve. Max-Alain Gradel, où il est? Il est là. Alors, je vais vous parler de la carrière de Max-Alain Gradel. Je vais vous dire des choses qui sont vraies et je vais vous dire des gros mensonges. Si vous entendez un mensonge, le premier qui entend un mensonge lève la main, enfin dit son nom et me dit quel est ce mensonge. Donc oui, hop, c'est parti. Joueur ivoirien. Le jeune Max-Alain, tout juste âgé de 18 ans, s'envole vers l'Angleterre pour débuter sa formation pro à Leicester, qui évoluait alors en 3e division.
Il sera d'abord prêté, puis transféré à Leeds, où il montrera l'étendue de son talent en inscrivant 25 buts en 85 rencontres. En août 2011, désireux de jouer en première division, il rejoindra la SSE pour 3,5 millions d'euros. Auteur de belles prestations, il inscrira même le but de la victoire lors du derby extérieur en 2014. Sa meilleure saison sera sa dernière à Saint-Étienne avec 22 buts en Ligue 1. Joss Je crois qu'il en a marqué que 17. Bien ouais, il avait marqué 17 buts et pas 22 buts, il a même le chiffre exact. Bien joué à toi. Alors vous avez loupé un mensonge, il n'a pas rejoint la SSE pour 3,5 millions d'euros mais pour 2,5 millions d'euros. Et je continue, même si c'est Joss qui a le point. En août 2015, il prendra la direction de Toulouse, alors qu'en vrai, il est d'abord passé à Bournemouth, où il jouera sous les ordres d'Antonio Conte, alors qu'en vrai, c'était Alain Casanova, et marquera le but de la victoire en finale de Ligue des Champions pour donner à Toulouse son 7e titre européen. Messi déclarera d'ailleurs à son sujet « Max Alain is great ». Bon, la fin, j'espère que vous m'auriez arrêté avant le dernier mot. Et enfin, on va terminer ce quiz par une question au plus proche. Donc déjà, juste pour checker, est-ce que vous savez qui est le joueur le plus capé de l'histoire de Saint-Étienne? Ça vaut pas de points. Celui qui a joué le plus de matchs avec la SS? Oh putain. Ruffier? Non. Perrin? Eh ben non, Perrin est deuxième. C'est René Domingo qui a le plus de matchs sous le maillot vert. Est-ce que vous pourriez me dire combien de matchs avait René Domingo sous le maillot vert? Le plus proche remporte le point. Allez, Elias, commence. 410. 410, Joss? 12 ans. 428. 428, eh bien vous êtes tous les deux en dessous, mais c'est Joss qui est le plus proche, puisque René Domingo a joué 533 matchs avec l'AS Saint-Étienne. Et vous parliez de Loïc Perrin, qui est donc le deuxième, il avait joué 470 matchs. Donc autant vous dire que René Domingo est loin devant et sera difficile à égaler. Et bien sur ce, on est déjà un petit peu en retard, donc je vais vous souhaiter à tous et toutes une très belle soirée. Merci d'avoir suivi cette émission. On remercie également le photographe de Peuple Vert, Étienne, qui nous a fourni des belles photos du match contre Annecy. Merci Joss, merci Karl et merci Elias pour l'émission de ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à lundi prochain pour débriefer donc la fin du mercato, la victoire contre Valenciennes parce qu'on va gagner contre Valenciennes et en plus ce sera avec Kevin, donc vous avez aucune excuse. Soyez là lundi prochain. Bonne soirée tout le monde, allez les Verts. Bonsoir à tous et allez les Verts. Salut. Salut. Salut.